RFI, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Accord sur fond de célébration à Khartoum où militaires et opposition se sont retrouvés ce week-end alors qu'Omar El-Béchir était devant le tribunal ce lundi. Au Cameroun, le collectif d'avocats de Maurice Kamto demande sa libération immédiate. Le président du MRC, arrivé deuxième lors de la présidentielle d'octobre 2018, avait été interpellé en janvier dernier. La contestation ne faiblit pas à Hong Kong où des milliers de manifestants continuent de braver la police malgré des menaces d'intervention de Pékin. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par le Soudan où le procès pour corruption du président déchu Omar El-Béchir, qui a dirigé le pays durant 3 décennies, a débuté ce lundi. L'ancien président est arrivé au tribunal de Khartoum, escorté par un important convoi militaire. Selon la justice, Omar El-Béchir aurait avoué avoir reçu le versement d'importantes sommes d'argent saoudien en espèces à hauteur de 90 millions de dollars, soit 25 millions du prince Mohammed Ben Salman et 65 millions du roi Abdallah décédé en 2015. À noter que le procès de l'ex-chef de l'État ne concerne toutefois pas les accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide au Darfour formulées contre lui par la Cour pénale internationale depuis une décennie. Toujours au Soudan, donc, le Conseil militaire de transition et les partis d'opposition ont officiellement signé un accord politique ce week-end après des mois de manifestations. Bien que de nombreux manifestants se méfient des compromis conclus lors de cet accord, la signature a été marquée par des célébrations à travers la capitale. À Khartoum, et Chassaraï nous en dit plus. Khartoum était en liesse après la signature de l'accord politique. Je suis si heureuse, je ne peux pas m'exprimer. Un nouveau Soudan sera construit, c'est vraiment incroyable, nos vies vont changer. L'accord a été signé par des représentants du Conseil militaire et de l'opposition dans une brève cérémonie samedi. Des milliers de personnes ont parcouru 300 km d'Atbara, la première ville à avoir réclamé le départ de l'ancien président Omar Béchir. Nous sommes venus ici pour célébrer notre victoire, pour porter les souvenirs et les ambitions du peuple soudanais. Nous sommes venus assister à la signature finale et à l'accomplissement des exigences de la révolution. Ces manifestants ont été accueillis par des centaines d'habitants de Khartoum. C'est énorme pour nous, malgré le fait qu'on a toujours des demandes. Nous cherchons toujours des personnes disparues. Nous avons fait de grands efforts pour les retrouver, mais nous espérons que le nouveau gouvernement en fera une priorité. Les manifestants se sont également inquiétés du fait que les responsables de l'assassinat de centaines de manifestants soient restés impunis et pourraient même être nommés au gouvernement cette semaine. Mais pour le moment, le peuple soudanais célèbre l'issue victorieuse de plusieurs mois de mobilisation. Isha Sarai, VOA Afrique, Khartoum. Au Burkina Faso, au moins une vingtaine de militaires ont été tués dans le nord du Burkina Faso. L'attaque a eu lieu la nuit dernière. Des hommes armés non identifiés à moto et un véhicule ont pris d'assaut le détachement militaire de Koutoukou, situé à environ 70 km de Djibo, dans la province du Zoum. Des sources sécuritaires jointes par VOA Afrique parlent d'au moins 24 morts, une dizaine de disparus selon nos sources, 12 à 17 manquent à l'appel. On compte aussi de nombreux blessés. Des armes du détachement ont été emportées par les assaillants. C'est le plus lourd bilan dans l'attaque d'un détachement militaire dans le nord du Burkina Faso. Au moins 17 morts, c'est le bilan de l'explosion d'un camion citerne dimanche soir dans l'ouest de l'Ouganda.
10 personnes ont péri sur le coup lorsque le conducteur a perdu le contrôle du camion et a heurté 3 autres véhicules, provoquant plusieurs explosions et l'incendie de 25 échoppes. C'est ce que déclare ce lundi le porte-parole de la police régionale, qui ajoute que parmi les blessés hospitalisés, 9 ont ensuite succombé à leurs blessures. L'accident s'est produit dans un centre commercial à Kiambura, dans le district de Rubirizi, une région montagneuse située non loin du parc national Queen Elizabeth, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au Cameroun, le collectif d'avocats de l'opposant Maurice Kamto, président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, exige sa libération immédiate. Ce collectif a introduit une requête auprès du tribunal de grande instance de Yaoundé pour dénoncer le fait que leurs clients soient encore sous détention provisoire, au même titre que 2 militants du MRC et de 4 de ses alliés politiques. Tous ont été interpellés le 28 janvier à Douala. M. Kamto, en rappel, a revendiqué la victoire à l'élection présidentielle de 2018. Maître Michel Nchalé est l'un des avocats de ce collectif. Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé, l'a rencontré. Le juge d'instruction n'a pas le droit de prendre un mandat de plus de 6 mois à l'encontre d'un citoyen camerounais, fût-il pour crime ou pour délit. Toutefois, cette même loi lui permet, en cas de crime, de renouveler ce mandat pour 12 mois maximum et 6 mois en cas de délit. Je vous dis que pour le cas de professeur Maurice Kamto, ils ont effectivement eu un premier mandat de 6 mois qui est arrivé à échéance le 11 août et le 12 août. Cela n'a pas été renouvelé et ne peut pas l'être, je tiens à insister, parce que celui qui devait le faire s'est précipité à rendre son ordonnance de règlement, n'a pas jugé utile de proroger le dit mandat. En conséquence, ces personnes doivent gagner liberté. Ça fait une vingtaine de jours désormais qu'ils sont détenus en toute illégalité. Nous avons déposé des requêtes, nous attendons qu'on les solutionne et qu'on les enrôle. Mais monsieur le président du tribunal de grande instance, juge des libertés, qui sait ce que c'est la liberté, prend tout son temps. Mais nous allons attendre. Également dans l'actualité ce soir, Hong Kong a connu hier sa plus grande manifestation pro-démocratie depuis plusieurs semaines. Des centaines de milliers de protestataires ont bravé la police et des trompes d'eau pour montrer que leur mouvement reste populaire en dépit des violences et des menaces d'intervention de Pékin. Des manifestations pro- et anti-Pékin ont aussi été organisées à l'étranger, comme nous allons le voir dans ce reportage de Sléty Karok avec un récit signé Jacques Aristide. New York, Boston, Washington, beaucoup se sont mobilisés dans plusieurs villes américaines en solidarité avec leurs camarades à Hong Kong. Je veux que le gouvernement fasse quelque chose. Il doit absolument mettre fin aux extraditions. C'est le moins qu'il aurait pu faire, mais il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Le mouvement est parti du rejet d'un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Il s'est élargi à des revendications plus vastes, telles que les acquis démocratiques et des libertés dont l'ex-colonie britannique jouit théoriquement jusqu'en 2047, au terme de l'accord de rétrocession. Hong Kong est connu comme la perle de l'Orient. Beaucoup font des affaires ici. On se sent en sécurité. Mais si la Chine déploie des troupes ici, tout finira. Hong Kong sera totalement détruit. Ce ne sera pas seulement mauvais pour Hong Kong, mais pour la Chine aussi. Des habitants du territoire chinois semi-autonome commencent toutefois à s'interroger sur les scènes d'émeutes. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie en Chine. Des centaines de milliers d'Occidentaux vivent en Chine. Alors pourquoi certains de ces manifestants ont-ils peur de la Chine? Pourquoi? Des manifestations pro- et anti-Pékin ont également eu lieu à Sydney, Paris, Londres, New York et dans d'autres villes étrangères avec une forte diaspora chinoise. Le mouvement a très peu obtenu de l'exécutif hongkongais pro-Pékin, hormis la suspension du texte autorisant les extraditions vers la Chine continentale. Et puis l'Iran a affirmé ce lundi avoir mis en garde Washington contre une saisie de son pétrolier qui a quitté la veille les eaux du territoire britannique de Gibraltar où il était retenu depuis des semaines et dont la destination finale reste floue.
Les autorités de Gibraltar ont refusé dimanche la saisie demandée par Washington en application des sanctions prévues par une loi américaine accusant à nouveau Washington de mener une guerre économique à l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Javad Zarif a qualifié lundi la demande américaine de parodie de justice lors d'une conférence de presse à Helsinki. Le mois d'août marque le 400e anniversaire du débarquement des premiers esclaves africains en Virginie. Leur arrivée marqua aussi le début de ce qui allait devenir l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine. 224 ans de traite négrière. Christine Kings de VOA nous amène sur les lieux et nous fait découvrir l'histoire de ces premiers Africains des États-Unis ainsi que celle de leurs descendants. Le récit est de Blanche Sano. Il y a 4 siècles, un navire anglais privé dénommé le White Lion a navigué dans ses eaux transportant une cargaison humaine qu'il allait échanger contre de la nourriture et des marchandises. Le navire est arrivé dans la baie de Chesapeake et a jeté l'ancre ici vers la fin du mois d'août 1619. Il avait à bord une vingtaine d'Africains asservis. Fondateur du projet 1619, Calvin Pearson arpente les terres de Fort Monroe à Hampton en Virginie. C'est sur cette portion appelée Port Comfort à l'époque que les premiers esclaves africains ont foulé pour la première fois le sol américain. Les premiers Africains débarqués ici étaient destinés à une vie de servitude. Ils devaient travailler dans les plantations, labourer les champs de maïs, les champs de tabac. C'était une vie qu'ils devaient endurer en sachant qu'ils ne seraient probablement jamais libres. Cela me donne la chair de poule et un sentiment de tristesse. Selon l'historien Bill Wiggin, les premiers Africains capturés n'avaient aucun statut légal jusqu'à ce que la colonie de Virginie légalise officiellement l'esclavage à vie en 1661. Je ne peux pas imaginer l'arrivée dans cette baie de ces individus enchaînés dans un pays étranger et ne sachant rien de l'endroit où ils se trouvaient. On vous sort du navire, puis on vous dit que vous allez travailler ici. Vous allez vivre ici. Les premiers Africains ont été vendus à de riches blancs propriétaires de plantations à Hampton et Jamestown Settlement, qui est devenu la colonie de Virginie. Quelques jours après que le White Lion ait jeté l'ancre en Virginie, un autre navire, le Trésorier, arriva avec quelques esclaves, dont une nommée Angela. Angela est curieusement la seule africaine dont le nom soit écrit dans les registres de 1620 et qui ait survécu. D'autres noms ont peut-être été mentionnés, mais les documents n'ont pas survécu. L'esclavage a débuté en Virginie et c'est là que les premières actions visant à y mettre fin ont commencé. Pendant la guerre civile, 3 esclaves en fuite se sont réfugiés à Fort Monroe auprès des troupes de l'Union. Le major général Benjamin Butler déclara que les esclaves étaient des objets de contrebande ou des biens saisis. Cette décision a finalement protégé des milliers de personnes qui recherchaient la liberté et jeté les bases d'une mesure encore plus grande. Ils ont forcé le gouvernement fédéral et le président Lincoln à publier la proclamation sur l'émancipation qui a conduit au 13e amendement, mettant fin à l'esclavage et ouvrant la voie au 14e amendement qui prévoyait la citoyenneté pour les Noirs en 1868. Fort Monroe est maintenant un monument national, un territoire majestueux que les générations futures peuvent explorer pour s'informer sur l'histoire d'un pays émergent. Et on l'apprend à l'instant, les autorités sanitaires congolaises ont indiqué avoir enregistré un nouveau décès des suites de la fièvre hémorragique Ebola dans la province du sud Kivu, la 3e à être touchée par l'épidémie dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Ici, aux États-Unis, on parlera de transfert de technologies. De nombreux laboratoires gouvernementaux et universitaires disposent en effet des technologies de pointe qui pourraient servir aux entreprises. Des technologies, il en sera également question avec Willy. Il s'agit d'un logiciel qui permet de contrôler les fauteuils roulants grâce à des expressions faciales. Et puis en sport, c'est officiellement parti pour la 12e édition des Jeux africains qui se déroulent en ce moment au Maroc. Allons tout de suite à la découverte de Willy. Il s'agit d'un logiciel qui permet, on le disait, de contrôler les fauteuils roulants grâce à des expressions faciales. Créée par Hookbox Robotique, cette application vient ainsi soulager les utilisateurs des fauteuils roulants dans leurs manœuvres pour se déplacer. Le reportage est signé Tina Trink. Irénée Herman Umbo en fait le récit. Certaines expressions peuvent être très émouvantes, tandis que d'autres peuvent littéralement vous déplacer. C'est le cas de Willy, une application qui permet aux utilisateurs de fauteuils roulants de pouvoir contrôler leur déplacement à l'aide de diverses expressions faciales. Les personnes quadraplégiques ou celles qui ne peuvent pas contrôler un fauteuil roulant motorisé avec leurs mains peuvent le faire grâce à des expressions faciales comme un baiser, un sourire, un sourcil levé. L'application permet à son utilisateur, grâce à une caméra de sensibilité Intel, d'utiliser les traits de son visage pour faire déplacer son fauteuil. Le logiciel est très précis pour capturer les marques autour de la bouche, des yeux, des sourcils. La technologie fonctionne quelle que soit la position de la tête. Vous pouvez positionner l'appareil de cette façon. Pas besoin de l'avoir en face. Willy offre ainsi une grande liberté à ses utilisateurs. Jim Ryan est un tétraplégique qui utilise normalement des mouvements de la tête pour contrôler son fauteuil roulant. Ce qui m'enchante est que je peux tourner la tête à gauche, à droite. Je suis vraiment bloqué avec mon auréole autour de ma tête. Donc ça crée une énorme différence. Même les plus infimes repères du visage peuvent être rapidement interprétés quelques secondes avant une expression complète. Mais certains doutent encore de l'efficacité de cette technologie. Facial expressions can be involuntary at times. You're walking down the street, you see maybe an ad that makes you laugh and you smile at it. Pour Pineiro, l'application offre une indépendance significative à ses utilisateurs. Willy favorise non seulement la mobilité, mais aussi et surtout l'autonomie et l'estime de soi. Elle procure également à ceux qui ne peuvent pas se déplacer aussi facilement une autre joie de vivre. On n'arrête pas la technologie, restons-y donc. Chaque jour, des recherches de pointe sont effectuées dans des laboratoires gouvernementaux et universitaires à travers les États-Unis. Le transfert de technologie consiste à extraire ces recherches du laboratoire et à les transformer en une entreprise. Dans ce reportage, Tina Trint explique comment une firme démarre le processus en initiant, autant pour moi, les entrepreneurs à cette recherche. Le récit est de Gabi Dorsil. Ce qui est unique à propos de ces mousses de verre, c'est qu'elles sont entièrement constituées de sphères creuses en verre. Il n'y a pas d'époxy ou de résine, pas de colle. Quant à la mousse de verre, Matthew Dimay s'y connaît bien. Il a même cofondé une société qui produit le matériel. Rien d'étonnant, tant qu'on ne se rend pas compte qu'il n'a aucune formation dans ce domaine. Mais ce physicien de la marine a cette formation. Mon travail avec des matériaux amorphes suggérait que si vous chauffiez les sphères de verre creuses, vous pourriez les amener à se lier sans aucun des matériaux de l'emplissage. À l'origine, WIST a développé la mousse pour la marine de guerre. Dimay et ses collègues ont obtenu une licence et ont créé une entreprise à partir de ces recherches. Leur connexion, FedTech. Lorsque des recherches sont effectuées, cela crée une propriété intellectuelle qui peut théoriquement constituer le fondement de nouveaux produits étonnants. FedTech aide à commercialiser ses produits grâce à un processus appelé transfert de technologie.
Prenons le cas du ministère de la Défense, de la NASA, du ministère de l'Énergie, des laboratoires nationaux. Leur but n'est pas de gagner le plus d'argent possible. Le transfert de technologie permet son utilisation à des fins pratiques. Donc, qui sait? La prochaine start-up licorne pourrait bien être aujourd'hui dans un laboratoire gouvernemental. C'est lundi et c'est le rendez-vous avec Yacouba Ouedraogo pour l'actualité sportive du week-end et du moment. Yacouba, on va au Maroc. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, le Maroc qui accueille l'Afrique du sport pour les Jeux africains et cette 12e édition qui se tient principalement à Rabat et à Casablanca regroupe plus de 6000 athlètes venus de tout le continent. Au programme, 29 disciplines et des possibilités de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. La cérémonie d'ouverture a eu lieu aujourd'hui, même si quelques compétitions ont débuté bien avant. Et comme vous le voyez, vendredi, on a eu droit à la première journée des matchs de poule en football. Et chez les femmes, le Maroc, pays hôte, a réussi son entrée en venant à bout de l'Algérie 3-2. Au niveau des hommes, dans le groupe A, le Nigeria et le Burkina Faso ont partagé les points. Dans la poule B, le Ghana profite du nul blanc entre le Sénégal, tenant du titre, et le Mali pour prendre la première place suite à sa victoire 2-1 devant le Burundi. Du spectacle donc en perspective d'ici au 30 août, date de clôture des Jeux. Basketball féminin, le Nigeria conserve son titre de champion d'Afrique. Malgré le soutien de leur public de Dakar et une superbe fin de match, les Lions du Sénégal se sont inclinés en finale face aux Nigérianes 60-55. Au cours du premier quart-temps, les Sénégalaises ont pourtant mis en place une bonne défense qui a beaucoup gêné leurs adversaires. C'est au cours du tout dernier quart-temps que les Lions se sont le plus illustrés. Mais dans les dernières secondes, les Lions ont raté des paniers faciles et commis des fautes exploitées par les Nigérianes qui l'ont finalement remporté 60-55. Les 10 Tigers ont eu bien plus de mal qu'il y a 2 ans, mais elles conservent leur couronne face au même adversaire déçu. Désolé pour tout le soutien du peuple sénégalais. On voulait vraiment le faire, mais je pense qu'on a eu des limites au niveau des rebonds. 26 pertes de balles, c'est beaucoup. Le Nigeria mérite largement de gagner ce tournoi. On les a donné 13 rebonds offensifs gratuitement. Et dans le money time, on a perdu des ballons. On n'a pas su provoquer des fautes. C'est dommage. Et nous tenons à vraiment remercier tous les Sénégalais qui nous ont soutenus jusqu'au bout, qui ont cru à ça. C'est un moment où c'était très difficile, où on revenait, on était à égalité, on pouvait le faire. Mais on manquait de lucidité et de sérénité, et ça, on l'a payé cash. Des nouvelles de transfert de joueurs en football. Le gardien de but international sénégalais Alfred Gomis s'est engagé pour 4 ans avec Dijon en France. Gomis, 25 ans, a rejoint l'Italie en 2010 pour être formé au Torino, qu'il a ensuite prêté à plusieurs reprises. Crotone, Avellino, Cassena, Bologne. En demi-finale de la récente CAN contre la Tunisie, eh bien, il a été élu homme du match. Et de son côté, le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho a été prêté au Bayern Munich par le FC Barcelone contre 8,5 millions d'euros. Cet accord prévoit une option d'achat pour le Bayern fixée à 120 millions d'euros, plus 40 millions d'euros de bonus. Et pour vous dire au revoir, on revient sur les Jeux africains. Je vous propose ceci en images et en son. C'est la chanson officielle des Jeux africains 2019. Merci Yacouba. Je ne sais pas si l'INIAM est conseiller aux sportifs en compétition. En tout cas, le mois d'août au Bénin est un mois très particulier, surtout pour ceux qui aiment les ignames. C'est justement le cas à Savalou, une ville du pays où l'on fête l'igname. Voyons à quoi ressemble cette réjouissance populaire très prisée dans ce reportage sur place de Xavier Fakbohun. Situé au centre du Bénin, à 4 heures de route de Cotonou, Savalou est l'une des villes productrices du tubercule d'Igname. Nous sommes le 14 août, veille de la célébration de la nouvelle Igname. Comme à l'accoutumée, le peuple Mari démarre les hostilités par des rites cultuels et culturels afin de remercier les dieux pour ces bonnes récoltes. Les amis qui viennent de l'étranger ou d'ailleurs, ils ont tous en tête que la fête c'est le 15 août.
Mais nous avons choisi le 14 août la veille pour la fête de l'Igname. Et c'est le Palais Royal qui donne l'autorisation. Vous ne pouvez pas entendre les pilons dans une maison avant qu'il y ait eu les cérémonies au Palais Royal. C'est désormais chose faite. Tula Midi en langue yoruba, invitant à l'union et à la fraternité. C'est à travers ce signe du phare que cette communauté du centre du Bénin a reçu l'approbation pour consommer et commercialiser l'yam. Plus spécifiquement, le laboko, la première variété de tubercules récoltée au cours de la saison. Chez les uns et les autres, ça chante puis ça danse. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction et de joie. Il est important que cette fête puisse être valorisée parce que ça permet justement de parler d'un seul et même langage. Il ne peut pas avoir de division, mais si on fait, il faut qu'on pense aussi au développement des variétés d'yam. Le 15 août est dédié à la grande messe de Lyon. Cette année, on célèbre la 11e édition autour du fameux art culinaire tant convoité, le agoun, une pâte à base d'ignan, souvent accompagnée de la sauce d'arachide. C'est ainsi que chaque année, à la même date, la ville de Savalou résonne au son des mortiers. Attention, si vous avez peur des serpents, je vous conseille de fermer vos yeux car nous allons au Nigeria rencontrer un vétérinaire un peu particulier. Marc Ofoua, c'est son nom, dirige un refuge autofinancé à Lagos où il prend soin de différents types d'animaux qu'il a réussi à sauver. Mais Marc a un amour un peu fou pour les serpents, ce qui évidemment suscite la curiosité du public. L'homme au serpent, comme beaucoup l'appellent, vit à Lagos et dit s'être donné pour mission de sauver la nature à sa manière. Il s'occupe notamment de plus de 30 animaux différents. Il dit également vouloir changer la perception que les gens ont envers les reptiles et les animaux sauvages au Nigeria et amener les communautés à faire plus pour prendre soin des animaux. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous d'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.